vous êtes encore là. Merci de continuer la lecture avec moi. Alors, continuons l'exploration du chapitre 2. Le moi illusoire. Le mot « je » incarne la plus grande erreur et en même temps la plus grande vérité, selon la façon dont on s'en sert. Dans son emploi conventionnel, il n'est pas seulement un des mots les plus employés dans le langage, parenthèse, comme les mots qui lui sont associés, moi, mon, ma, mien, mienne, moi-même, fin de parenthèse, mais également un des plus trompeurs. Dans l'usage quotidien normal, le « je » incarne l'erreur primordiale, une perception erronée de qui vous êtes, un sens illusoire de votre identité. Le « je » représente l'ego. Ce sens illusoire du moi est ce que Albert Einstein qualifiait d'illusion d'optique de la conscience. Cet homme de science avait non seulement de la perspicacité dans le domaine de l'espace et du temps, mais aussi dans celui de la nature humaine. Ce moi illusoire sert ensuite de fondement à toute interprétation subséquente de la réalité. Ou plus justement dit, toute mauvaise interprétation de la réalité, de tous les processus de pensée, de toutes les interactions et de toutes les relations. Votre réalité devient le miroir de l'illusion originale. Mais il y a une bonne nouvelle. Si vous pouvez reconnaître l'illusion comme telle, elle se dissout. La reconnaissance d'une illusion est aussi sa fin. Sa survie dépend du fait qu'on la prend à tort pour la réalité. Alors, en voyant ce que vous n'êtes pas, la réalité de ce que vous êtes émerge toute seule. C'est ce qui se produit pendant que vous lisez lentement et attentivement ce chapitre et le suivant, qui traite des mécanismes du faux moi que nous appelons l'ego. Quelle est donc la nature de ce moi illusoire? Ce à quoi vous faites référence quand vous dites « je » n'est pas qui vous êtes. Par un monstrueux acte de réductionnisme, l'infinie profondeur de votre essence est confondue avec un son produit par les ondes vocales, avec la pensée du moi dans votre esprit, ou quoi que ce soit à quoi le moi s'est identifié. Alors, à quoi renvoie ce « je » en moi, ce « moi » et leurs collègues « mon »,« ma »,« mien »,« mienne? Quand un jeune enfant apprend qu'une séquence de sons émise par les cordes vocales de ses parents en son nom, il commence à assimiler le mot, devenu une pensée dans son esprit, à ce qu'il est. À ce stade, certains enfants parlent d'eux-mêmes à la troisième personne, Jean Affin. Pas longtemps après, les enfants apprennent le mot magique « je » et l'assimilent à leur nom, qu'ils ont déjà assimilé à qui ils sont. Puis arrivent d'autres pensées qui fusionnent avec la pensée « je » originale. Au stade suivant, ce sont les pensées « moi » et « mien » qui désignent les choses et font en quelque sorte partie du « je ». Il s'agit d'une identification aux objets. On attribue aux objets, parenthèse, en fait aux pensées qui représentent ces objets, fin de parenthèse, un certain sens de soi et on en tire ainsi une impression d'identité. Alors lorsque mon jouet se casse et qu'on me le prend, il en résulte une grande souffrance. Non, pas en raison de la valeur intrinsèque du jouet, mais à cause de la pensée « mon ». Le jouet fait partie du sens du moi, du je, que l'enfant développe. Il faut préciser ici que l'enfant perdra rapidement intérêt pour le jouet en question, qu'il remplacera par d'autres. Ainsi, à mesure que l'enfant grandit, la pensée d'origine « je » attire d'autres pensées. Elle s'identifie à un genre, à des possessions, à un corps, à une nationalité, une race, une religion, une profession. Le « je » s'identifie à d'autres choses, entre autres à des rôles, parenthèse. Celui de mère, de père, de mari, de femme, etc. Fin de parenthèse. À des connaissances ou à des opinions. À des goûts et à tout ce qui est arrivé au moi par le passé.
Ces souvenirs étant des pensées qui définissent encore plus le sens du moi avec le concept de moi et mon histoire. Ceci n'est qu'un aperçu des choses à partir desquelles les gens tirent le sens de leur identité. Il ne s'agit en fin de compte de rien d'autre que de pensées maintenues ensemble de façon précaire par le fait qu'on leur attribue une partie de notre identité. Cette construction mentale est ce à quoi vous faites normalement référence quand vous dites ou pensez « je ». Pour être plus précis, la plupart du temps, ce n'est pas vous qui parlez quand vous dites ou pensez « je ». C'est un aspect de cette construction mentale de ce moi ego. Quand vous avez atteint l'éveil, vous utilisez encore le terme « je », mais il provient d'un espace beaucoup plus profond en vous. La plupart des gens sont encore totalement identifiés au flot incessant des pensées compulsives, la plupart étant répétitives et vaines. Chez eux, il n'existe pas de je en dehors du processus pensé et des émotions l'accompagnant. C'est ce qu'on appelle l'inconscience spirituelle. Quand on leur dit qu'une voix dans leur tête n'arrête jamais de parler, ils vous disent « Quelle voix ?» ou « Ni avec colère ». Évidemment, ceci est encore la voix, le penseur, le mental non observé. On pourrait presque considérer cette voix comme une identité qui a pris possession d'eux. Certains n'oublient jamais la première fois où ils se sont désidentifiés de leurs pensées et ont brièvement fait l'expérience du basculement de l'identité. Au lieu de se sentir identifiés au contenu de leur mental, ils sont devenus la présence qui se trouve à l'arrière-plan et qui observe. La petite voix dans la tête. En ce qui me concerne, le premier aperçu de cette présence intérieure s'est produit alors que j'étais en première année à l'Université de Londres. Je prenais le métro 2 fois par semaine pour me rendre à la bibliothèque de l'université, en général vers 9 heures du matin et à la fin de l'heure de pointe. Une fois, une femme dans la jeune trentaine était assise en face de moi. Je l'avais déjà vue à quelques reprises dans le métro. On ne pouvait pas ne pas la remarquer. Même si le wagon était bondé, les 2 sièges à côté d'elle étaient toujours libres du fait qu'elle avait vraiment l'air folle. Elle semblait prise par une tension extrême et se parlait sans cesse tout haut avec colère. Elle était si absorbée par ses pensées qu'elle était apparemment totalement inconsciente des autres ou du lieu. Sa tête était inclinée vers le bas et la gauche, comme si elle s'adressait à quelqu'un assis dans le siège vide à côté d'elle. Bien que je ne me souvienne pas du contenu précis de son discours, son monologue rassemblait à quelque chose du genre « Et alors, elle m'a dit, alors je lui ai dit que tu étais un menteur. Comment oses-tu m'accuser d'eux, alors que c'est toi qui as toujours profité de moi? Je t'ai fait confiance et tu as trahi ma confiance. » Dans sa voix en colère, on reconnaissait le ton de quelqu'un envers qui on a été injuste et qui a besoin de défendre sa position pour ne pas être annihilé. Quand le métro s'approcha de la station Tottenham Court Road, elle se leva et se dirigea vers la porte tout en continuant de parler. Comme c'était là où je descendais aussi, je me retrouvai derrière elle. Rendue dans la rue, elle se mit à marcher vers Bedford Square, toujours absorbée par son dialogue imaginaire, accusant avec colère et se défendant avec force. Ma curiosité étant piquée, je la suivis aussi longtemps qu'elle se dirigeait dans la même direction que moi. Même si elle était totalement prise par son dialogue imaginaire, elle semblait savoir où elle allait. Soudain, l'imposante structure du Senate House s'imposa devant nous. Ce bâtiment à étages multiples des années 1930 abritait l'administration générale et la bibliothèque de l'université. J'eus un grand choc. Nous rendions-nous tous deux au même endroit? Oui, c'était bien là où elle allait. Était-elle un professeur, une étudiante, une employée, une bibliothécaire? Peut-être était-elle le sujet de recherche d'un psychologue? Je n'en sus jamais rien. Comme je la suivais à une distance de 20 pas, elle s'engouffra dans un ascenseur au moment où j'entrais dans le bâtiment. Ironiquement, ce bâtiment fut le quartier général de la Mind Police
dans la version filmée du roman de George Orwell, 1984. Je restai abasourdi par ce dont je venais d'être témoin. Étudiant adulte de première année parce que j'avais 25 ans, je me considérais comme un intellectuel et j'étais convaincu que toutes les réponses aux dilemmes de l'existence humaine pouvaient être trouvées par l'intellect, c'est-à-dire par la pensée. Je ne réalisais pas encore que la pensée sans la conscience est le principal dilemme de l'existence humaine. Je considérais les professeurs comme des sages détenant toutes les réponses et l'université comme le temple de la connaissance. Comment une femme aussi folle pouvait-elle faire partie d'une université comme celle-là? Je pensais toujours à cette femme en me rendant à la toilette des hommes avant d'aller à la bibliothèque. Pendant que je me lavais les mains, je me dis la chose suivante. J'espère que je ne finirai pas comme elle. L'homme se trouvant à côté de moi regarda brièvement dans ma direction, ce qui me fit soudainement réaliser, dans un choc, que j'avais non seulement pensé, mais également parlé tout haut. Mon Dieu, je suis déjà comme elle, pensai-je. Mon esprit n'était-il pas aussi incessamment actif que le sien? Les différences entre nous étaient minimes, alors que l'émotion principale sous-jacente à sa pensée semblait être la colère. Il s'agissait dans mon cas de l'anxiété. Elle pensait tout haut, je pensais tout bas. Entre parenthèses, en général. Si elle était folle, alors tout le monde l'était aussi, moi y compris. Ce n'était qu'une question de degré. Pendant un bref instant, je pus me détacher de mon propre mental, m'en tenir en retrait et le voir tel qu'il était, à partir d'une perspective plus profonde. Il y eut un bref basculement de la pensée à la conscience. J'étais encore dans les toilettes des hommes, mais seule, à me regarder dans le miroir. Au moment où il y eut ce recul, ce détachement de mon mental, j'éclatai de rire. On m'aurait peut-être traité de fou, mais ce rire était celui de la santé mentale, celui du Bouddha au gros ventre. Mais ce ne fut qu'un aperçu fugitif, rapidement oublié. Je passai les 3 années suivantes dans l'anxiété et la dépression complètement identifiées à mon mental. Il me fallut me rendre près du suicide pour que cette conscience revienne. Cette fois-là, ce fut beaucoup plus qu'un petit aperçu, puisque je fus irrémédiablement libéré de la pensée compulsive et du faux je fabriqué par l'ego. Non seulement cet incident me permit d'avoir un premier aperçu de la conscience, mais il sema le premier doute dans mon esprit quant à l'absolue validité de l'intellect humain. Quelques mois plus tard, quelque chose de tragique se produisit qui accentua ce doute. Un lundi matin, alors que nous étions dans la salle où nous devions assister au cours d'un professeur dont j'admirais beaucoup l'esprit, on nous annonça qu'il s'était suicidé d'une balle dans la tête au cours de la fin de semaine précédente. Je restai stupéfait. C'est un professeur fort respecté qui semblait détenir les réponses à toutes les questions. À cette époque, cependant, je n'étais pas conscient du fait qu'autre chose pouvait remplacer la pensée. Je ne réalisais pas encore que la pensée n'était qu'un infime aspect de la conscience que nous sommes et je ne savais rien de l'ego. Alors que dire de le voir chez moi? Contenu et structure de l'ego. L'ego, le mental, est complètement conditionné par le passé. Son conditionnement comporte 2 aspects, le contenu et la structure. Dans le cas de l'enfant qui pleure parce qu'on lui a pris son joujou, le jouet représente le contenu. Ce dernier est interchangeable. Il peut s'agir d'un autre jouet ou objet. Le contenu avec lequel vous vous identifiez est conditionné par votre milieu, votre éducation et la culture où vous évoluez. Que l'enfant soit riche ou pauvre, que le jouet soit un simple morceau de bois en forme d'animal ou un gadget électronique sophistiqué ne fait aucune différence en ce qui concerne la souffrance causée par sa perte. La raison pour laquelle une telle souffrance se produit se cache dans le mot « mon », qui est la structure. La compulsion inconsciente à renforcer sa propre identité
par une association à un objet, fait partie prenante de la structure même de l'ego. La plus fondamentale des structures mentales par laquelle l'ego peut exister est donc l'identification. Étymologiquement, le terme identification vient du latin idem, qui veut dire pareil, et facere, qui veut dire faire. Donc, quand je m'identifie à quelque chose, je le fais pareil. Pareil à quoi? Pareil à moi. Je confère à cet objet un sentiment de moi et ainsi il devient partie prenante de mon identité. Un des types d'identification de base est l'identification aux objets. Mon jouet devient plus tard ma voiture, ma maison, mes vêtements, etc. J'essaie de me trouver dans des objets, n'y réussis jamais vraiment et finis par m'y perdre. Tel est le destin de l'ego. Je vais arrêter ici puisque la prochaine section est très longue. Et justement, en terminant ici, pour moi, la résonance très forte du mot identification me fait vraiment voir, me faire sentir toutes sortes de choses que je peux vraiment comme séparer de moi, ne plus voir comme étant moi. Je crois que c'est le début. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel mot résonne? Ça m'intéresse de savoir si ça vous tente de l'écrire en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je serai très contente de vous revoir.